Deon Meyer est né en 1958 à Pearl, en Afrique du Sud. Il est l'auteur de 14 best-sellers publiés dans 30 pays et traduits en 28 langues. Il a été journaliste et rédacteur publicitaire avant de se lancer dans le polar. Deon Meyer était le parrain de l'édition 2022 du festival Toulouse Polar du Sud. À cette occasion, il était l'invité de la librairie Ombre Blanche le 8 octobre 2022 pour une rencontre avec le public à l'occasion de la parution de son roman Désir et cupidité aux éditions Gallimard. Bonne écoute! Bonsoir, merci d'être venu à cette rencontre avec Deon Meyer qui se fait dans le cadre du festival Toulouse Polar du Sud. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé du côté de Basso Cambo où il y a beaucoup d'auteurs, où il y a Deon Meyer bien sûr, mais tout un tas d'auteurs espagnols, italiens, etc., etc. On a déjà eu une rencontre avec lui hier soir, mais c'est un plaisir d'en refaire une. Donc Deon Meyer, auteur sud-africain, qui vient ici pour son dernier livre qui vient juste de sortir, donc il n'y a peut-être pas grand monde qui l'a encore lu, ou alors c'est que vous lisez vite, parce que je crois qu'il est sorti avant-hier. Mais ça peut arriver. Il s'appelle Cupidité. Et je vais juste vous lire ce qu'il y a en début, là, vous savez, les petites phrases que vous avez en exergue. En tant que concept psychologique séculaire, l'avidité est un désir excessif de posséder plus que ce dont on a besoin. Il me semble que le titre est bien choisi. Non ? Que ce titre Cupidité. Oui. Est-ce que c'est bien le centre, la cupidité, c'est bien ça, le centre et le cœur de votre roman ? Oui, c'est vrai, oui. Bonsoir, mesdames et messieurs. I am so sorry that I do not speak good French. I do apologize. I apologize for the frustration of you to wait for the translation, but we are going to do our best. Thank you very much to the bookshop for hosting us tonight. The strange thing is that my wife and I came from Pau last Sunday, and we rented an Airbnb for the whole week, which is just around the corner. And we've been walking past here all week, not realizing that this way is where we will be on Saturday night. Donc, il vous remercie d'être là. Il est très content d'être ici. Il remercie également la librairie Ombre Blanche. Et il vous dit qu'il est vraiment désolé de ne pas pouvoir s'exprimer en français. Il aimerait bien et avoir un échange plus direct avec vous. Et j'en profite pour vous dire que je ne suis pas vraiment un traducteur d'habitude. Et c'est la première fois que je me livre à cet exercice. Donc, il faudra être très gentil avec moi. Et donc, il est venu de Pau. Il a loué pour la semaine un Airbnb juste à côté. Et il vient seulement de réaliser qu'il était juste à côté. Yes, cupidity is about greed. And perhaps I could say a few words about how the book happened. Our previous president, President Jacob Zuma, was a very corrupt and criminal man. And he and his cronies brought the country to its knees through corruption and theft on a grand scale. Donc, le livre est sur la cupidité. Et il raconte un peu comment ce livre est arrivé. Il est arrivé à ce livre. Et en fait, il parle de l'ancien président qui s'appelait Jacob Zuma et qui était un homme cruel, cupide, et avec un régime très corrompu où il distribuait un peu les ressources du pays à ses amis. Et il a mis ce pays à genoux. And just after we got rid of this corrupt president and the country was trying to recover from that, we had the biggest financial and corporate scandal in our history when a company in South Africa, one of the biggest companies in South Africa, it's an international company, the share price fell from very high to almost zero overnight because of corporate corruption. Donc, juste après que le pays ait été libéré, on va dire, de ce président Zuma, le pays commençait à reprendre un peu ses forces et à repartir, on va dire.
Et c'est là qu'il y a eu un scandale avec une grosse compagnie d'Afrique du Sud qui a vu ses actions dégringoler à cause de ce scandale. And the headquarters of this company that was fraudulent, they are in Stellenbosch, where me and my wife live, and we could see the damage that this huge scandal and this fraud and corruption in the company, the damage that did to our society. A lot of people lost their jobs, lost their houses. And I realized when this corporate scandal happened just after Zuma's presidency that greed is a universal thing. It is not just amongst politicians, it is amongst businessmen, it's amongst ordinary people too. And I started being fascinated by the nature of greed. Donc les quartiers généraux, enfin le siège de cette compagnie était un peu à côté de là où il habite avec sa femme. Et il a pu voir l'impact de cette faillite liée à des actions frauduleuses du temps de Zuma, qui s'est traduit en perte d'emploi et en perte d'activité tout autour de chez lui. Et il en a déduit un peu, enfin il a pu constater que cette cupidité était quelque chose d'universel et que même les gens les plus ordinaires sombraient aussi dans cette cupidité. So when you realize that greed, cupidité, is a universal thing, it is a very human thing, then as a novelist, I start asking questions. What would I do? I believe that I'm a good man. I am not a criminal man. What sort of greed do I have in myself, and under which circumstances would I get greedy? And then I start thinking in terms of creating a story and creating a woman called Sandra Steenberg, a specific character in the book, who is a good human being. She is a mother. She's a single breadwinner. Her husband is an author, and he's not making any money. So she is responsible for breadwinning, and then she gets a certain opportunity, which will bring her a lot of money. Will she get greedy? Will she do the right thing? What sort of humanity is in her? And I love when I write. I love playing with those sort of ideas and playing a game with the reader as well. What would the reader do under such circumstances? And that is how the novel started and the story originated. Donc il a créé un personnage pour explorer un peu ce phénomène de cupidité. Donc c'est une femme qui est mariée avec un écrivain qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Et donc c'est elle qui fait vivre tout son foyer. C'est une femme très bien, qui a bien sous tout rapport. Mais elle a une occasion de gagner beaucoup d'argent. Et là, donc, voir comment, quelle est la forme et l'expression de la cupidité de cette personne quand elle peut arriver à avoir cet argent. Et donc, l'écrivain, l'auteur, le romancier, aime se placer au niveau de lui, de comprendre comment ceci pourrait se passer en lui et comment le lecteur peut vivre cette évolution, parce qu'il pense, encore une fois, que la cupidité, c'est quelque chose d'universel que tout le monde possède. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette femme, qui est agent immobilier, en fait, elle a besoin de cet argent, parce qu'elle est en train de couler. Et donc, c'est pas juste qu'elle en veut plus, c'est qu'elle en a besoin. Et c'est là que le lecteur, vous allez voir en lisant, se demande « et qu'est-ce que j'aurais fait moi ?» Oui, and that's how it starts. I mean, she needs the money, but then she has to make very difficult moral choices. Donc, And I mean, I don't want to give any spoilers, but to me that is the essence of under what circumstances will we be able to suppress greed, and under what circumstances won't we be able, because we are human after all. donc elle a ce besoin d'argent, hein, et elle a le conflit intérieur du besoin, elle a la possibilité de le satisfaire, et sa conscience, comment elle peut se placer. Donc il ne veut pas raconter la fin de l'histoire, c'est pour vous, mais que les gens comprennent comment en soi, c'est un conflit entre le besoin et la morale. Enfin, Je peux vous garantir que vous n'allez pas deviner
comment ça continue. Le lecteur se sent de plus en plus mal, et après il se passe quelque chose. Mais là, je vous dis pas quoi. You just said that you cannot guess the end. The reader is less and less at ease, but he cannot. Alors ce personnage, c'est un nouveau personnage qui apparaît dans ce roman. Mais dans ce roman, il y a aussi des personnages qu'on connaît bien, de Deon Meyer, dont Benny Grise, je le dis mal, mais et ses collègues. Donc comment ces personnages sont-ils devenus vos personnages ? Bon, je sais qu'on en a parlé hier soir, mais personne n'était là hier soir ? Non, tout va bien. Donc comment Benny Grissel est devenu, parmi d'autres personnages que vous avez créés, celui qu'on retrouve le plus souvent avec ses collègues ? It is a tough question to answer because there's not just one reason. As I said last night, when I started writing and when my books were in the beginning of being translated, I was very firm that I told my publishers and my agent I do not want to create a series because I was very afraid. The problem is, as an author, you don't know how many stories you have in your head. Maybe it's just 3, and you can only write 3 books and then it's all over. So, and I was afraid that if I created a series character and I had to try and find stories only for this character, that I won't be able to. Because my method of working was always to find the story first and then create the characters to fit the story, and not the other way around, have the characters and then try and fit a story to those characters. Donc la question est difficile, mais à la base, quand il a commencé à écrire des romans, il est parti sur le principe, et il l'a bien dit à ceux qui le publiaient, qu'il ne voulait pas créer une série, vous savez, comme Hercule Poirot ou je sais pas quoi, un personnage qui revient, parce qu'il dit, dans ma tête, j'ai des idées, peut-être que je pourrais faire que 3 romans avec ça, et c'est pas ce que je voulais faire. Lui, sa manière de travailler, c'est plus de avoir une histoire, créer une histoire, et après, une fois qu'il a la trame de cette histoire, il va chercher les personnages dont il a besoin pour faire son histoire, pour monter son roman. But then, almost by chance, you create a character like Benny Grissel, and when you write about this character, and I created him in my first translated novel, Jusqu'au Dernier, and he just made things happen on the page. He gave me a lot of creative opportunities, and I loved writing about him. So at the end of that book, he was more than just a cameo character, and I thought maybe if I find a story for him in future, I'll write about him again. And then that happened in Le Pic du Diable, and I had more fun with him, and he was a real joy to write about. And then you get emails from readers saying they love this character, and that puts pressure on you. And the publishers say, oh, write another Benny Grissel, so that puts pressure on you. And then you start thinking in terms of perhaps stories for Benny Grissel. Donc les personnages sont parfois créés un peu par hasard, mais la personne, une fois qu'elle est créée dans le roman, au fur et à mesure qu'il écrit, elle commence à vivre, et elle commence à participer à l'histoire, à intervenir, à engendrer des choses. Et du coup, moi, comme je comprends, c'est des personnages qui commencent à vivre, en fait, vraiment. Et évidemment, après, dans une autre histoire, ce personnage qui est devenu très réel, il va peut-être revenir dans l'histoire. Et puis ensuite, il y a la pression des lecteurs qui lui envoient des emails. On a adoré tel personnage, on voudrait avoir une autre histoire avec ce personnage, un autre roman. L'éditeur aussi souhaite revoir ce personnage, et donc petit à petit, ils prennent un peu une certaine étoffe. And there's also the fact that if you have created a character and you've done a few books with this character, or in this case, Benny Grissel and Vaughan Cupido, you understand them very well. So for the next book, it's easier to write about them again because you really understand them, you know their backstory, you know their psychology, and it becomes a little bit easier, and then you find yourself having written a series. However, I still believe that if I find a story like L'Année de Lion, à la trace, which does not involve Benny Grissel, but I really love the story, then I will write such stories as well. Donc, ce qu'il dit quand même, c'est qu'une fois qu'on a créé un personnage, donc il a mis de la chair autour de ce personnage,
quand on comprend bien, on connaît sa psychologie, en fait, il vit. Et donc, quand on fait un autre roman, ben, ce personnage devient plus facile à gérer puisqu'on le connaît bien déjà. On sait bien qui c'est dans l'histoire et ça va très bien. Mais il reste quand même persuadé que c'est pas des séries qu'il veut faire. Et il y a des histoires, quand il les trouve, eh ben, ça n'a pas besoin de ces personnages, c'est autre chose et ça aura d'autres personnages. Oui, il a cité 2 livres, donc L'année du lion, qui est un livre d'anticipation. Donc Benny Rissel était déjà mort. Et À la trace, par exemple. Un autre personnage qu'on retrouve beaucoup dans ses romans, c'est la ville du Cap aussi. D'ailleurs, il y a une phrase dans le livre qui la personnifie, puisqu'il dit « Le Cap est une amante inconstante, grise, froide, distante le mercredi, elle apparaît le jeudi, telle une coquette ensoleillée. » Et c'est vrai que vous nous faites découvrir et aimer la ville du Cap. Est-ce que vous pouvez parler de cette ville et comment vous l'écrivez, justement? Cape Town, I think, is one of the most beautiful cities in the world. It's got a natural beauty that is just astounding. Every time I go into Cape Town, it takes my breath away. I did not grow up in Cape Town. I was 32 years old when I went to Cape Town to work for the first time. And every day when I drove to work and I looked at the mountain, I thought, I hope I will never grow tired of this beautiful scene. And I haven't. I've been in Cape Town now for more than 30 years, or in the area around Cape Town for more than 30 years. And I've never grown tired of its beauty. So first of all, there's this incredible natural beauty that gives this Cape Town mistress her beautiful face. Donc pour Léon, le Cap, c'est la ville la plus belle ville du monde. C'est pour lui d'une beauté époustouflante. Et il n'y est pas né, il est venu, il avait plus de 30 ans. Mais chaque jour, et maintenant ça fait plus de 30 ans qu'il y habite, chaque jour, il est époustouflé par la beauté, il n'est jamais lassé. Et il y a la beauté naturelle, enfin de tout l'environnement. Pour ceux qui sont allés au Cap, c'est vrai, je partage cet avis. Et c'est devenu comme une maîtresse pour lui. And then secondly, there's the character of Cape Town, the nature of the city. Every city in South Africa is very different to the others. And that is because of historical reasons. Cape Town was first created by the Dutch East India Company when they started a halfway station there. They brought a lot of slaves from Malaysia and Madagascar, and those slaves had a huge influence on the culture of the city, of the cuisine of the city, and they created Afrikaans. Afrikaans became a language when the slaves, the Malaysian slaves, started speaking a version of Dutch in the kitchens of the East India Company, and it was called Kitchen Dutch. And that became eventually Afrikaans, and very few people, for instance, know that there are more people of color today who speak Afrikaans as a mother tongue than there are white people. Donc, pour lui, les caractéristiques du Cap, de la nature de cette ville, vient un peu de ce qu'elle est, et elle a été créée par les Hollandais, et qui l'ont peuplée assez rapidement avec des esclaves, venant principalement de Malaisie et de Madagascar, qui ont apporté leur culture, leur cuisine, qui évidemment s'est imprégnée dans la culture, la civilisation, et ils ont créé l'Afrikaner, et qui s'appelait après, ça nous rappelle des choses, mais du hollandais de cuisine, parce qu'ils le parlaient entre eux, cet hollandais déformé, avec des mots de leur langue, etc. Et c'est un peu de ça que vient le caractère de cette ville. Et ce qu'il dit, c'est que ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a plus de gens qui parlent afrikaner qui sont de couleur que de blancs. Parce que pour nous, en France, l'afrikaner, c'est le blanc. Il dit que non, c'est faux. Il y a plus de gens de couleur qui parlent afrikaner que de blancs. The one thing that the Dutch did not give us was good food, because we all know that the Dutch can't cook. But thank God, the French Huguenots came to the Cape from France, and they brought their culture of food and of wine and added that to the mix of the Malaysian-Dutch fusion already.
And after that came the Xhosa people. The Xhosa people came from the Eastern Cape, from east of the Fish River, and the Xhosa made a contribution to the culture of the Western Cape and of Cape Town. Alors, les Hollandais, ce qu'ils n'ont pas apporté en Afrique du Sud, c'est la bonne cuisine. Et heureusement, les Huguenots sont arrivés et eux, ils ont apporté une certaine culture de la bonne nourriture et le vin, bien sûr. Et il y a enfin une autre composante, c'est les Xhosa, donc qui viennent de l'autre côté du fleuve, qui ont apporté leur coloration à la culture du Cap. And then in 1795, the British came and they annexed what was then the Cape of Good Hope. So they had an influence. So the Cape Town character was built by a fusion of all these influences, of which I think the Malay influence is perhaps the biggest today. But that gives the Cape Town culture today a very unique feeling, very different to all the other big cities in South Africa. It is a culture that I absolutely love. It is a culture that, in terms of music, in terms of food, in terms of wine, in terms of joie de vivre, is very unique in South Africa. And it's lovely to write about a place that is both so beautiful and so unique in terms of its culture. Donc en 1795, les Anglais sont arrivés donc, via le Cap de Bonne-Espérance et ils ont eu aussi après leur influence. Mais maintenant, donc, c'est une ville qui a une culture très, très diverse, tout en sachant que c'est quand même la culture malaisienne qui a le plus grand rôle, on va dire. Mais c'est quand même une ville, de par ce mélange, cette culture est unique en Afrique du Sud. Et Léon adore la culture, la musique, la nourriture, le vin, la joie de vivre. Et donc écrire à propos de cette ville, c'est un plaisir parce qu'il y est bien. I think eventually all authors write about things that fascinate them. And Cape Town continues to fascinate me, and I believe that if Cape Town fascinates me, then hopefully it will fascinate the reader as well. It's as simple as that. Tous les écrivains écrivent sur des choses qui les passionnent, qui les fascinent, et c'est grâce à ça qu'ils font des belles œuvres, et lui, il est fasciné par le Cap, et c'est ce qui lui fait vivre. Maybe just one last remark. I feel that it's very important that I did not grow up in Cape Town. I think being an outsider who has come in, and I still think of myself as an outsider looking at Cape Town, I think that gives me a certain objectivity and it enhances my fascination. I think an author should always be an outsider so that you have more objectivity in terms of what you look and describe. Donc il pense que pour lui, il est très important de ne pas être né au Cap, parce qu'il y arrive comme un étranger et il le voit avec un œil extérieur, ce qui lui permet d'être plus objectif. Et il pense que tous les écrivains devraient aussi rester très objectifs, donc extérieurs sur les sujets sur lesquels ils écrivent. Alors vous avez parlé du mélange de Cape Town, et il y a une question qu'on se pose, parce que nous, on lit une traduction française où tout est en français. Or, on voit par moments dans les dialogues ou dans ce qui est dit entre les dialogues que tout le monde ne parle pas la même langue au Cap. Comment vous travaillez ça, de mélanger l'afrikaner, l'anglais, le zoulou, Amy Winehouse, j'aime beaucoup, mais c'est pas grave. Comment vous travaillez ça dans votre livre? Est-ce que dans votre livre, il y a des passages qui utilisent d'autres langues que l'afrikaner dans des dialogues? Et comment on travaille, si vous savez comment travaille le ou la traductrice? Yes, I write in Afrikaans, but not the whole book is in Afrikaans. We have in South Africa 11 official languages. And when, for instance, in the South African police service, if you have a Zulu or a Xhosa policeman or woman, they will speak English to most of their colleagues. But in the Western Cape, the so-called Cape Coloureds, the
Cape Malay people, they will speak in a specific dialect of Afrikaans. To me, the most beautiful Afrikaans dialect. And white Afrikaners will speak Afrikaans, and white English speakers will speak English as well. So what I try to do, I don't want to make this too complicated, what I try to do is to allow every character to speak in the language that they would have spoken in real life. Donc, Deon écrit en afrikaner, c'est sa langue dans laquelle il écrit, mais il faut que vous sachiez qu'en Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles, et que les gens parlent donc un certain nombre de mélanges de langages, que ce soit Xhosa, par exemple des agents de police qui sont Zulu ou Xhosa, je ne sais pas comment on dit en français, Xhosa, ils parlent en anglais quand ils parlent aux gens parce que leur langue n'est pas très bonne. Donc, et à Western Cape, on parle un afrikaner malais, un peu, qui est un peu spécial et qui a une sorte de dialecte lui-même. Les blancs, ils parlent afrikaner ou anglais selon leurs origines. Donc, pour transcrire cela, Deon, dans ses livres, il écrit en afrikaner, mais pas seulement. Si c'est quelqu'un qui va parler en anglais, il va l'écrire en anglais. Il va reproduire ce mélange au sein du livre. So, but also a lot of people in South Africa will use Zulu words that everybody knows, or Xhosa words that everybody knows, so I will allow those words to be used by the characters as well. My Afrikaans readers understand English Afrikaans and the bits of Zulu and Xhosa that I would put into the book. You want to translate that first? Donc, il existe aussi dans la langue des mots en Zulu ou Xhosa qui sont connus de tout le monde. Donc, il les met dans les textes, puisque comme c'est connu de tout le monde, ça ne pose pas de problème. Et il utilise sinon, des fois, un peu de termes connus, Zulu ou Xhosa, que lui connaît. When it comes to the translation, it becomes very difficult. Because, first of all, you can't translate Cape Flats Afrikaans. It is a beautiful thing, but you can't translate it. There's no way that you can translate it. Which doesn't really matter, because if you don't appreciate it, you're not going to miss it if it's not translated. What we try to do with the English translation is to keep some of the texture of the South African diversity of languages. So we will keep certain words in Zulu, Xhosa, English, or Cape Flats Afrikaans, but just a word here and there to give the reader a sense that this is a multilingual society, a society of great diversity. And in most translations, we have a glossary of the meaning of those words as well, so the reader does not struggle, but that the reader, as I say, get a sense that there's a lot of diversity in terms of the language, in terms of the different characters in the book. La première chose, c'est que traduire de tel texte est très difficile, parce qu'évidemment, à cause de ce mélange de langues. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire, comme certaines caractéristiques linguistiques de langue très spécifiques. Mais il dit que ce n'est pas très grave, parce que la beauté de ce texte en afrikaner ou dans telle ou telle variante, de toute manière, un lecteur français ne la comprendrait pas, donc ce n'est pas forcément une grosse perte. Par contre, pour garder cette impression de diversité de langue et pour donner que le lecteur, même en français, sente ceci, ils utilisent quelques mots dans la traduction qui permettent de garder un peu on dirait presque cet exotisme. Mais afin que ce ne soit pas trop difficile quand même pour les lecteurs, eh bien sûr, il y a un glossaire où les termes donnent la signification des différents termes. Ah, parle plus dans le micro. On va rentrer un peu dans la cuisine du polar, puisque ce sont des polars. Il faut savoir que si vous avez lu déjà des romans de Deon Meyer, vous savez déjà que c'est un maître de la fabrication de l'intrigue. Et cette fois-ci encore, je vous promets, surtout ne le lisez pas avant, un dernier chapitre de une page ou 2 pages qui change pas mal de choses. Et je voulais savoir si ce dernier chapitre, il était déjà prévu depuis le début ou si l'idée, elle vient à la toute fin. When I start developing a story, obviously
any story that you tell, whether it's a short joke or a novel that you write or a screenplay or a short story, there's a structure of a beginning, a middle, and an end. And so if I think of a story, I already think of a beginning, a middle, and an end. And what gets me excited about a story is if I think especially the middle and the end are very exciting. It could work. It'll make for a great story. But so when I start researching and the first thing that I do is I decide where I want to start a story. Quand on commence une histoire ou quoi que ce soit une blague, un scénario ou un livre, la première chose que l'on définit, c'est le début, le milieu et la fin. Donc, on peut dire que c'est un peu prévu au départ. Mais quand on prépare, si on a un milieu qui est magnifique, où on le sent très bien, ou une fin qui est géniale, on commence à construire autour de ça. C'est le point de départ. So when I start doing my research, when I start writing, the first decision I have to make is where do I begin? How does the story start? That first chapter, that first paragraph, that first sentence, that is where a big decision is made. Donc, pour commencer, il a besoin de franchir un grand pas et prendre une décision pour savoir comment il va commencer son histoire, quel va être le début, comment tout ça va démarrer et se mettre en route. But you can't write if you don't have one potential ending in your head that excites you. However, the writing process to me is a mysterious and beautiful thing where you discover that part between the beginning and the end in the writing process. Donc, on ne peut pas quand même rédiger le livre si on ne connaît pas la fin, et il faut qu'elle soit aussi excitante. Donc, ce qui est très intéressant dans le processus d'écrire, c'est d'aller de ce début qui est bien établi vers une fin qu'on a prévue, mais qu'on commence lors du processus d'écriture à étoffer tout le milieu pour aller vers la fin que l'on veut et qui peut-être va un peu évoluer. So in this process of discovering the story, of writing the story, of doing a lot of research, you often find other different endings to the story that you imagined in the beginning. And some of them are better and some of them are worse. And then you keep choosing the better ending. 50% of the time, I have the ending that I started with when I envisaged the story for the first time. 50% of the time, the ending would be very different. Donc, quand on écrit son histoire, donc, on avance, on fait sa recherche. Et en fait, lors de ce processus, il y a des nouvelles fins qui peuvent apparaître, auxquelles on songe. Il y en a qui sont meilleures, qui sont moins bonnes. Et donc, le choix va toujours vers ce qu'on pense être le meilleur, parce qu'il pense être le meilleur. Ça peut être celle de l'origine, c'est souvent le cas, mais ça peut aussi être une nouvelle fin qui est apparue pendant cette réalisation du livre. Donc le livre vit un peu, et puis on arrive à un moment où il y a une autre fin qui émerge et qui est mieux. There's a wonderful quote by the American author E.L. Doctorow, who said that the way that he writes is like driving in a car at night. He knows where he is, he knows where he's going, but all he can see is what is illuminated by the headlights, which is the next few chapters. Alors, il aime beaucoup une situation de El Doctorow qui dit qu'écrire une nouvelle, un roman, c'est comme de conduire une voiture de nuit. On sait d'où on est parti, on sait où on va, mais à l'instant présent, on ne voit que le petit bout de route devant soi qui est éclairé par les phares. And that is how it works for me too. So when you finally get to the end, it is as if the end is finally illuminated by the headlights, and now you look at it for the first time in bright light and you see the ending, and then you ask yourself, does it work? And in the case of Kipirite, when I got there and I saw the ending in clear light, I thought, this works, but I can do better. And then I changed the ending, and that is the ending in the book. Donc pour lui, c'est exactement comme ça.
Et la fin, c'est la fin du parcours, c'est quand on arrive à destination et qu'on peut voir à la lumière des phares exactement ce que c'était. Et on voit en grand éclairage la fin, donc l'objectif. Et c'est là qu'on peut se dire, est-ce que c'est la fin que je voulais? Est-ce que c'est celle qui marche bien ou pas? Et il peut dire que dans Cupidité, quand il est arrivé et que les phares ont éclairé le truc, ça lui a pas plu. Et donc il a changé la fin, et c'est celle qui est dans le livre. Je vais répéter ce que j'ai dit hier, mais il n'y avait personne. Donc, cette fin, c'est un peu comme, vous savez, dans les films, quelquefois, le film s'arrête, il y a un générique, mais on vous a dit restez, parce qu'après le générique, il y a un petit truc. Ben là, c'est pareil. Je vous laisse découvrir. Et ce que j'ai remarqué aussi, alors, peut-être vous allez me dire que je me suis trompé, mais il y a de l'humour dans les derniers romans. L'humour vient souvent des dialogues entre Benny Riesel et Cupido. Il me semble que cet humour, il était moins présent avant. Alors, est-ce que je me trompe ou est-ce que vous avez amené de l'humour en évoluant dans votre écriture? Oui, it is. You know, and it's interesting why. I think there are two main reasons why. The first is that the more that I travel overseas on book tours, the more I realize that people in the Northern Hemisphere think that Africa in general and South Africa in particular is a very dark and depressing place. And it's not. Alors il dit oui, c'est vrai. Pour ça, il y a deux raisons. La première, c'est que plus il voyage et plus il visite nos contrées, puis il trouve que dans nos pays au nord, dans le nord on va dire, et les gens pensent que l'Afrique c'est un pays sombre et noir. Oui, l'Afrique du Sud, oui, pardon. C'est sombre et noir et enfin, criminalité, etc. And it's not. So I thought I have to do my best to show that crime fiction from South Africa can be entertaining, it can be enlightening, it could make people laugh and cry, and show the people how they really are, because South Africans are fun people, they are hospitable people, they are friendly people. So there's been, to that extent, a very specific aim of mine to lighten up my books so that people will not see South Africa as a dark place, but as the beautiful place that it is. Donc c'est faux, le fait que c'est sombre. Et ce qu'il a ressenti de plus en plus, c'est le besoin de montrer dans ses bouquins que, au moyen de ces nouvelles, de ces polars, qu'il y a des gens qui peuvent rire, s'amuser, être gais, être gentils, humains, amicaux. Et donc il met de plus en plus ces personnages pour bien montrer cet éclairage qui est la réalité pour lui de l'Afrique du Sud, et qui veut donc donner une image plus vraie de ce pays. The other reason why I think my books have lightened up a little bit and have become more humorous and more full of sunshine is the fact that 13, 14 years ago I met a wonderful woman called Marianne. I fell in love with her. I was a single parent. I had 3 children. One of my children is autistic, and it was very tough to raise him, and I was very alone and working very hard. And then I met this wonderful woman who changed my life. She is a ray of sunshine. And I've been very happy for the last 14 years, and every year I'm getting more happy. And I think that has made me soft on my characters. I gave Benny a love. I gave Cupido a love. And it all reflects my own life situation too. Donc la seconde raison pour laquelle il a écrit des romans de plus en plus légers, drôles et avec beaucoup de soleil, plus, c'est qu'il a rencontré donc il y a 13 ans, je crois, une femme qui s'appelait Marianne. Donc lui, il était parent seul avec 3 enfants, dont un autiste. Et cette femme lui a apporté un rayon de soleil. Et depuis 13 ans, il vit comme sur un nuage, on peut dire. Et que donc, il a voulu remettre dans ses personnages un peu aussi cette notion d'amour, de rayon de soleil, et l'expression qu'il a employée, et d'amour aussi. Et il veut retranscrire ça aussi. J'espère que vous n'êtes pas comme Benny et Cupido, l'un qui ne peut plus boire et l'autre qui est obligé de faire un régime.
The diet part I know about because I love food, I love cooking, I love eating. And a couple of years ago, I realized that I have to start losing weight. So I actually used the app that Vaughan Cupido is using. I know it at first hand, and I'm still trying to lose weight, as you can see. So I've done my research properly. Donc pour le régime, c'est un peu vrai parce qu'il aime beaucoup la bonne chair, il aime bien les bons vivants, quoi. Et il y a quelques années, il a réalisé que quand même, il avait un petit problème de surpoids. Donc il s'est mis au régime. Et un peu comme le personnage de Cupidon, ben, il s'efforce de perdre du poids et de faire un peu attention à ce qu'il mange. Et donc, c'est grâce à ça qu'il est plus svelte. Alors, ce qu'on voit aussi, je vous passerai peut-être la parole après, mais ce qu'on voit aussi dans vos romans, c'est qu'en même temps qu'il y a l'humour qui arrive, les thématiques changent. Les premiers romans parlaient de la relation entre la situation en Afrique du Sud et le passé d'apartheid. Et donc, ils étaient plutôt tournés vers le passé, alors que les romans actuels parlent de la situation actuelle. L'apartheid, même auprès des personnages sur place, n'est plus un sujet, comme on a l'impression que c'est... Comme les jeunes, pour eux, c'est inimaginable ce qui s'est passé, quoi. Donc vos romans sont passés à plus... voir le présent, ou plutôt les problèmes du présent, que finir de régler les problèmes du passé. That is absolutely right, and I think that has been the zeitgeist, the national psychology in South Africa too. At the end of apartheid, I think we as a nation had to look at the past and come to terms with the past and come to terms with everything that happened under apartheid and put that under the spotlight and speak about how we feel about that and say that we are sorry if we are white Afrikaners. I created a Xhosa protagonist so that I could try and see South Africa through someone else's eyes and be enriched by that and broaden my horizons through that. Donc c'est tout à fait exact. La mentalité en Afrique du Sud a beaucoup changé. Donc après à la fin de l'apartheid, les gens ont voulu faire la paix avec ce passé, donc en parler, le couvrir et s'excuser, enfin faire tout un mouvement de pardon un peu. Et c'est comme ça qu'il a créé un personnage Xhosa pour bien montrer un peu cette évolution et cette nouvelle mentalité, et ces nouveaux points de vue. And then I think we as a nation, over 20 years after apartheid, we dealt with that. And then we started looking at where we are. And we started looking at the dream of Nelson Mandela, the vision that he had for South Africa, and looking at what the politicians of the day were doing about that. And then moving on and looking at what is happening in South Africa now. I certainly, as a white Afrikaner, felt very guilty for a long time, and then you get over that and you start helping to build the country, and then you see someone like Zuma doing a lot of damage to the country, and that changes, I think, us as a nation. I think it changed authors in South Africa, individuals in South Africa, so you have to move on. You can't keep looking back. You have to start looking at what's happening now and even looking at the future. Donc, ça fait maintenant 20 ans que l'apartheid est terminé et les gens maintenant ont vraiment assumé ça et ils sont plus dans la phase où on regarde où on est et vers où on veut aller. Il fait référence un peu à Nelson Mandela qui a voulu faire ce processus de paix pour que les gens puissent regarder vers le futur. Et maintenant, c'est un peu ce qui se passe. Et lui-même, même s'il est blanc, et qu'au début, il avait un gros sentiment de culpabilité vis-à-vis de ce passé, maintenant, il est plus dans l'option où le pays se construit, il faut aller vers l'avant, et même s'il y a des gens comme Zuma qui par leur corruption, etc., font du dommage, les gens maintenant regardent vers le futur et comment aller vers un monde un peu meilleur. J'avais juste une dernière question, et après je vous passerai la parole. Donc je vous ai dit que c'était un grand raconteur d'histoire.
très grand raconteur d'histoire. Et en plus, il les raconte très bien. Et il y a une scène extraordinaire dans ce roman, c'est la scène de l'assaut d'une maison où il y a un otage. En fait, l'attaque de cette maison, ça pourrait être une scène comme on a vu des centaines au cinéma, les Américains en ont fait plein. Ben, vous verrez, elle n'est pas pareille. C'est pas du tout pareil. Et c'est ça qui fait tout le charme de ce roman, entre autres. Without spoiling, can you explain? Sans spoiler. Well, the fact of the matter C'est is dur. that you all know the great crime fiction author Michael Connolly. Michael is a great friend of mine, and we often, when we get together, we speak about how film and television creates the idea that police services and especially forensic services are perfect all over the world, especially in America. And even in America, it takes weeks for forensic evidence to be processed. In South Africa, it takes months. Whenever a SWAT team does something, things go wrong, and things go wrong all the time. So what I tried to do was to make it more authentic in terms of the stories that my police friends told me of what can go wrong, because that I think is closer to the truth. I also find it very interesting and amusing, and I think it makes for better storytelling to be a little bit more authentic than what television would show. Donc, il discute souvent à propos de films avec son ami, et il parle beaucoup du fait que la police, quand elle résout les problèmes dans les films, dans les romans, les équipes de... J'aurais pu retrouver le mot en français. Les experts, quoi, les polices scientifiques. Les polices scientifiques, voilà. Ils ont tout, et ils arrivent à résoudre le problème, à y réfléchir en quelques jours ou au pire en quelques semaines, alors que dans l'arrêté, ça met des mois et des mois. Et donc, ce qu'il veut montrer, c'est une réalité un peu plus réelle, enfin, quelque chose qui est plus vrai, où les gens, ils peinent, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas les moyens, et ils mettent beaucoup de temps avant de trouver la bonne solution. Puis ce qu'il disait aussi, c'est que les flics lui racontent qu'on a beau avoir tous les plans du monde, il y a toujours quelque chose qui marche pas. Et voilà, il montre comment c'est quand ça marche pas. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, vous deux? Merci beaucoup, madame. She asked why the title greediness, cupidité. Pourquoi cupidité? Okay. Est-ce qu'on ferait pas tous pareil? The question is, I don't know, because the title in Afrikaans is the one I choose, and the title in Afrikaans was very different, and it was a word play on one of the dark passions of humanity, which is greed. And the title in English was The Dark Flood, because I have 3 English publishers, one in the UK, one in the USA, and one in Canada, and they all have to decide together on one title, which is always a problem. But my dear French editor decides on what the title should be in France, and I never argue with her because she is a very smart woman. Donc, si vous voulez traduire, donc, on demandait quel était le titre, pourquoi il avait choisi ce titre de cupidité. Et en fait, il dit, il n'a pas choisi. Lui, il a écrit un titre en afrikaner, et c'est un titre qui est basé sur un peu un jeu de mots avec l'aspect sombre, dark, et la passion, et aussi, j'ai bien compris, le nom d'un fleuve. Enfin, il y a toute une connotation derrière. Et après, il a fallu le traduire en anglais, et là, c'est devenu la dark flood, c'est-à-dire l'inondation sombre. Il ne sait pas pourquoi. Tout ce qu'il sait, c'est que comme il y a une traduction qui doit être faite pour les Américains, une autre pour les Anglais, et peut-être encore une autre pour les Indiens, les éditeurs ils se mettent d'accord sur un seul titre qui satisfera le plus de gens. Donc c'est devenu Dark Flood. Et en français, c'est devenu Cupidité, et la personne qui est l'éditeur et la traductrice ont choisi ça, et il ne le remet pas en cause. Il considère que cette personne fait très bien son travail, c'est une excellente traductrice, donc il lui fait confiance. Si elle a mis Cupidité, c'est que c'était le titre qui allait le mieux. Et je voulais vous poser aussi une question sur votre langue, parce que je n'ai pas parfaitement saisi. Quand vous écrivez en afrikaans,
les personnages dont la langue d'origine n'est pas l'afrikaans, une langue aborigène ou bien l'anglais, dans votre texte original, chaque personnage a sa langue, parle dans sa langue, enfin vous écrivez les dialogues dans différentes langues ou bien tout en afrikaans? Okay. The whole book is in Afrikaans. But when, for instance, there's a character who is a Zulu, and she is the chief of the police in the Hawks, and when she speaks to Benny, who is Afrikaans, she will speak in English. So I allow the dialogue when she speaks to Benny and when Benny speaks to her to be in English. Maybe one or two Zulu words because Benny will understand that. But the rest of the book is all in Afrikaans. Von Cupido is a Métis, Cape Malay from the Cape Flats. He speaks in an Afrikaans that is Cape Flats Afrikaans. And it is different from standard Afrikaans. And I allow him to speak in his dialect of Afrikaans because we all understand it. But when Benny speaks to him, he speaks in standard Afrikaans. Does it? But all the descriptions is in standard Afrikaans. Donc le livre est entièrement écrit en afrikaner, donc tout le texte, le narratif est en afrikaner, mais les personnages, quand ils parlent, quand c'est un vrai dialogue, ils utilisent la langue utilisée normalement. Par exemple, la policière qui est Zoulou, quand elle parle à Benny, elle va lui parler en anglais, parce que c'est comme si les gens parlent, enfin les Zoulous parlent quand ils s'adressent à des Anglais. Et de la même manière, Cupidon, c'est un métis qui parle une variante, on pourrait presque dire, je sais pas, un patois ou de l'afrikaner, que tout le monde comprend. Donc c'est écrit dans son expression, mais quand Benny lui répond, il va lui répondre en afrikaner normal, standard. Donc et oui, aussi, et comme on le disait tout à l'heure, des fois il y a des mots zoulous qui sont employés parce que tout le monde les connaît, c'est des mots courants. Donc tout le monde le connaît, comme en français on dit week-end, c'est pas un mot français, mais tout le monde le comprend, ben, c'est un peu pareil. But it's only for Afrikaans readers who will understand everything. The moment that we translate to English, then all the Afrikaans and Cape Flats Afrikaans is gone, and everything is in English except for maybe 5 or 6 or 7 words throughout the whole book that might be Zulu, Xhosa or Afrikaans. On peut en profiter. Donc là, c'est traduit par, j'enlève les lunettes, Georges Laurie. Oui. Donc il traduit de l'africain. Oui. Au début, les livres étaient traduits d'afrikaner en anglais et d'anglais en français. Pour les premiers romans de premiers. Meyer. Oui. Et maintenant, c'est traduit directement d'afrikaner en français, ce qui donc évidemment améliore le rendu. Il y a le temps pour une dernière question, peut-être avant que vous puissiez vous faire signer des livres, si vous le souhaitez. Oui, il me semble que d'un roman à l'autre, le contexte social et politique prend de moins en moins d'importance. Mais peut-être que je me trompe. Alors, dans le roman, dans le policier que vous venez d'écrire, que je n'ai pas lu, bien sûr, est-ce que la mise en question de la corruption que vous faites dans cet ouvrage, est-ce que c'est la corruption de tous les politiciens ou la corruption d'une certaine classe politique? Corruption in South Africa, unfortunately, is endemic. Even though we have a good president who is trying to fight corruption and he has a few good politicians working with him, corruption in South Africa is a huge problem. Not only in government, but also in business. And I'm not sure that I will see in my lifetime an end of corruption. The problem is that when you write fiction, especially crime fiction, you have to have verisimilitude, that texture of the truth, but it is still fiction. And if I put too much politics into my crime fiction, it will become very boring for readers. It's got to still be an exciting and enthralling and entertaining story. So I think no crime fiction could be a perfect mirror of a society, and certainly mine isn't. So there's a difference between my books and the reality in South Africa. I can speak about the reality of South Africa at length, but it is very hard to
put all of that into a book and make it entertaining. So, la corruption est endémique en Afrique du Sud, et même s'ils ont maintenant un bon président qui essaye de lutter contre cette corruption, et avec toute son équipe, c'est quand même endémique. Il y en a partout, il n'y en a pas que dans la politique, il y en a partout, de la corruption, dans l'industrie, dans le commerce, etc. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand on écrit un roman policier, on veut que l'histoire soit captivante, qu'elle soit un peu sortie du contexte très précis. On veut faire passer des messages, mais pas d'écrire. Et on ne peut pas parler trop précisément des problèmes politiques du moment, parce que ça, selon Déon, ce serait très ennuyeux. Et ça n'intéresserait pas vraiment les gens. Il faut que l'histoire soit excitante, qu'il y ait du suspense, qu'on ait envie de lire la suite. On n'a pas envie d'entendre forcément des descriptions de corruption à tous les étages. Et le fin mot de l'histoire, quand même, c'est que ce roman, ce n'est pas une description de la réalité, c'est la description d'une impression, c'est une occasion de faire passer des messages, de faire que les gens aiment le livre et l'apprécient, plus que de faire un documentaire sur la situation politique. Là, j'extrapole un peu, là. En fait, je crois que si vous avez cette impression-là, c'est peut-être parce qu'au fil des romans, il devient un encore meilleur raconteur d'histoire. Et vous êtes tellement pris par l'histoire que vous ne vous rendez pas compte que derrière, il y a tout le reste. Je crois que c'est ce qui m'arrive à moi aussi. Mais si on y réfléchit, il y a beaucoup de choses derrière. On arrête là, il est 7h30 et puis ça va être bientôt l'heure de l'apéro. Mais donc si vous voulez vous faire signer les livres, c'est le moment. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Yann pour la traduction. Désir et cupidité est le 3e roman de Deon Meyer traduit en série noire après La Proie et La femme au manteau bleu. Vous venez d'écouter une rencontre qui s'est tenue le 8 octobre 2022 à la librairie Ombre Blanche, enregistrée et mise en onde par Radio Radio.